On pense souvent tout savoir sur les chameaux. Une ou deux bosses, le désert, cette image d'Épinal du vaisseau du désert. Ah oui, le grand classique. Et pourtant, les documents qu'on a explorés pour aujourd'hui révèlent un univers, mais alors bien plus complexe et fascinant. On va voir que la réalité dépasse de très loin le cliché. Complètement, de leur biologie unique jusqu'à un rôle complètement inattendu dans la mesure de notre propre planète. C'est exactement ça. En fait, notre idée aujourd'hui, c'est de vraiment se plonger dans cette grande famille des camélidés, pas juste ceux du Sahara. Non, c'est bien plus large. On va aussi voir leurs cousins des Andes qui, physiquement, n'ont pas grand-chose à voir. L'objectif, c'est de décortiquer comment leur biologie exceptionnelle, une merveille d'adaptation, leur a permis de jouer un rôle crucial, mais vraiment crucial, dans l'histoire, la science et même l'économie. Souvent le dromadaire, mais la famille est bien plus large. Les sources parlent d'un grand écart géographique, c'est ça? Un très très grand écart, oui. La famille, en gros, se divise en deux mondes. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'ancien monde, donc l'Afrique, l'Eurasie, D'accord. et là on trouve le genre Camélus. C'est là qu'on a nos deux stars. Le dromadaire, une seule bosse, le maître des déserts chauds comme le Sahara. Le plus connu. Et puis son cousin, le chameau de bactérienne, lui il a deux bosses et il est taillé pour les déserts froids, les steppes glaciales d'Asie centrale, comme le Gobi. Ah oui, déjà là on a un premier contraste énorme, désert brûlant contre désert glacial. Voilà. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Alors, quelle est l'autre moitié? L'autre moitié, elle est de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Et là, on a 4 autres espèces, et la première chose qui frappe, c'est qu'elles n'ont aucune bosse. Aucune bosse? Aucune. On y trouve le guanaco et la vigogne, qui sont les espèces sauvages, et leurs descendants domestiques, qu'on connaît beaucoup mieux, le lama et l'alpaga. Eux, c'est les Andes. Exactement. Confinés au haut plateau andin. Donc cette répartition, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'adaptation à des climats extrêmes, mais radicalement différents. D'un côté, la chaleur aride et la sécheresse. Et de l'autre, le froid intense et le manque d'oxygène de l'altitude. C'est fascinant. C'est fou, c'est la même famille, mais ils ont choisi des extrêmes complètement opposés. Et d'ailleurs, il y a un détail dans les sources qui m'a vraiment surprise. On parle de dromadaires en Australie. Comment c'est possible? Alors non, ils n'y sont pas arrivés en nageant, bien sûr. Je m'en doute. Ils ont été introduits au 19e siècle par les colons. Ils en avaient besoin pour explorer l'intérieur des terres, construire les lignes de chemin de fer. Ah, d'accord. Et puis, quand les moteurs ont remplacé la traction animale, beaucoup ont été relâchés dans la nature. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'y sont tellement bien adaptés qu'aujourd'hui, il y a une population sauvage de milliers d'individus. C'est peut-être la meilleure preuve de leur incroyable résilience. Une telle machine de survie, ça repose forcément sur une biologie hors norme. C'est là qu'on entre dans le domaine de leurs fameux super-pouvoirs, hein. Tout à fait. Commençons par le mythe numéro 1. Celui qu'on apprend tous à l'école, la bosse. On est bien d'accord, ce n'est pas une gourde intégrée. Absolument pas. C'est l'une des idées reçues les plus tenaces qui soit. La bosse ou les bosses ne contiennent pas une goutte d'eau. C'est une réserve de graisse. De graisse? Oui, un concentré d'énergie pure. Quand la nourriture se fait rare, l'animal peut métaboliser cette graisse pour survivre pendant des semaines. C'est un garde-manger portable, quoi. On peut même évaluer la santé d'un chameau à sa bosse. Si elle est bien droite, bien pleine, c'est que l'animal est en pleine forme. D'accord, donc le garde-manger est sur le dos. C'est logique, mais alors pour l'eau, comment font-ils? Le vrai secret, il est ailleurs. Il est partout ailleurs dans leur corps. C'est une accumulation de petites merveilles d'ingénierie biologique. Et ça commence au niveau microscopique, dans leur sang. Dans le sang, Oui, leurs globules rouges ne sont pas ronds et plats comme les nôtres. Ils sont de forme ovale, un peu comme de minuscules ballons de rugby. attendez, des globules rouges de forme ovale. Ça semble contre-intuitif. Quel est l'avantage concret? Est-ce que ça veut dire que leur sang est, disons, plus fluide? C'est exactement ça. Cette forme ovale leur permet de continuer à circuler très facilement, même quand le sang s'épaissit à cause d'une forte déshydratation. Ah, je vois. Chez un humain, les globules ronds s'agglutineraient, ils feraient des bouchons. Chez eux, ils glissent les uns sur les autres. C'est ce qui leur évite le coup de chaud mortel. Et c'est un avantage aussi en altitude, pour les lamas et les alpagas où l'oxygène est plus rare. C'est fascinant, le génie se cache vraiment dans les détails. Et j'imagine que ça ne s'arrête pas au sang, il y a leurs pieds aussi. On les décrit comme des pneus dans les notes, c'est une bonne image. C'est une excellente image. Un cheval a un sabot, c'est dur, c'est étroit, ça s'enfonce dans le sable. Le camélidé, lui, marche sur 2 doigts qui reposent sur un très large coussinet élastique. Une sorte d'amortisseur? Voilà.
Et quand il pose le pied, ce coussinet s'étale, il répartit le poids sur une plus grande surface. C'est le principe de la raquette à neige, mais pour le désert. Le pneu tout-terrain parfait. Donc on a le sang, les pieds... C'est une suite d'adaptations incroyables. Et la liste est encore longue. Leurs narines peuvent se fermer complètement pour se protéger du sable, mais aussi pour récupérer l'humidité de leur propre souffle. Ah oui. Leurs reins sont ultra performants. Ils produisent une urine très concentrée pour perdre le moins d'eau possible, et quand enfin ils trouvent de l'eau, leur capacité de réhydratation est phénoménale. Un dromadaire assoiffé peut boire plus de 100 litres en quelques minutes. 100 litres? Oui, près de 15 litres par minute. C'est une véritable éponge sur pattes. Une machine de survie aussi parfaite, on se doute bien que l'humanité a très vite compris son potentiel. Est-ce que cette biologie hors norme a façonné leur place dans l'histoire? Les textes qu'on a, notamment bibliques, semblent vraiment aller dans ce sens. Complètement. Dans l'Ancien Testament, le chameau, c'est bien plus qu'un animal. C'est un marqueur social. Un symbole de statut? Exactement. La richesse ne se compte pas en or, mais en tête de bétail. Et les chameaux, c'est le summum du luxe. Quand on décrit la fortune des patriarches comme Abraham ou Jacob, on mentionne toujours leurs immenses troupeaux de chameaux. C'est un signe extérieur de richesse et de pouvoir. Donc posséder des chameaux à l'époque, c'était un peu l'équivalent d'avoir une flotte de camions ou des jets privés aujourd'hui. C'est une très bonne analogie. C'était un avantage économique et logistique colossal, réservé à une élite. Ils étaient indispensables pour le commerce de luxe sur de très très longues distances, à travers des zones où aucun autre animal ne pouvait survivre. C'est une démonstration de puissance. Et il y a ce détail linguistique important que les sources soulèvent. Le mot hébreu utilisé, gamal, ne fait pas la distinction entre dromadaire et chameau. C'est un point clé, oui. Pour les auteurs de l'époque, c'est un terme générique. Nous, aujourd'hui, on a notre classification. Une bosse, deux bosses. Mais dans le contexte géographique du Levant, de l'Égypte, de la Mésopotamie... C'était forcément le dromadaire. Voilà. L'animal en question, c'est quasi certainement celui que nous on appelle le dromadaire. Mais pour eux, c'était juste un gamal. Et c'est presque mécanique. On dirait qu'on pourrait régler une montre dessus. Et ce qui est fou, c'est que d'après nos sources, c'est précisément cette fiabilité de métronome qui a servi à quelque chose de bien plus grand. Mesurer notre planète. C'est l'une des plus belles histoires de la science antique. L'histoire d'Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère. Alexandrie. Oui, c'est l'exemple parfait de la façon dont un outil du quotidien, en l'occurrence la régularité du pas d'un chameau, peut devenir la clé d'une découverte fondamentale. Expliquez-nous le mécanisme. Comment on passe d'un chameau à la circonférence de la Terre? C'est incroyable. Le raisonnement est d'une simplicité géniale. Ératosthène, il savait qu'à Syène, l'actuelle Aswan, le jour du solstice d'été, à midi, le soleil éclairait le fond des puits. Il était donc parfaitement à la verticale. Exactement. Au même moment, à Alexandrie, qui est plus au nord, les objets projetaient une ombre. Il a mesuré l'angle de cette ombre et il a trouvé environ 7,2 degrés, ce qui correspond à un 50e d'un cercle complet. D'accord, donc il a l'angle, il sait que la distance entre les deux villes représente un 50e de la circonférence de la Terre. Mais il lui manque cette distance. Et c'est là que nos camélidés entrent en scène, j'imagine. C'est exactement là. Comment mesurer 800 km de désert à cette époque? Il n'y a pas de GPS, pas d'odomètre. Non, bien sûr. La meilleure estimation venait des professionnels du désert, D'accord. les caravaniers. Ils savaient, par expérience, qu'il fallait environ 50 jours pour faire le trajet entre Syène et Alexandrie. D'accord, 50 jours. Et ils estimaient qu'une caravane parcourait en moyenne 100 stades par jour, le stade étant l'unité de mesure de l'époque. Le calcul devient alors un jeu d'enfant. Une simple multiplication. 50 jours fois 100 stades par jour, ça donne 5000 stades. 5000 stades. Si ces 5000 stades représentent un 50e du globe, alors la circonférence totale est de 5000 fois 50, soit 250 000 stades. Et ça donne quoi en kilomètres? Selon les conversions, on arrive à une valeur autour de 40 000 km. La valeur réelle, c'est 40 075. La précision est stupéfiante. C'est dingue. Et tout ça repose sur quoi? Sur la constance du pas du chameau. C'est absolument extraordinaire, une des plus grandes découvertes de l'Antiquité qui repose sur la connaissance empirique de la vitesse d'un animal. Tout à fait. Alors, on vient de voir leur rôle historique, symbole de richesse, étalon de mesure. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, quelle est leur place? Les sources dessinent un tableau très très contrasté. Oui, le mot est juste. La dualité qu'on a vue dans leur géographie et leur biologie, on la retrouve dans leur rôle économique actuel. On a deux pôles qui n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre. Alors quel est le premier pôle?
Le premier, c'est dans l'ancien monde. En Afrique, en Asie, là, le dromadaire reste un pilier de la subsistance. On compte plus de 41 millions de camélidés domestiques sur la planète, et leur rôle est vital. Vital au sens propre du terme, on parle de survie. Oui, de sécurité alimentaire. Pour les populations nomades du Sahel ou du Moyen-Orient, le lait de chamelle, c'est une ressource nutritionnelle fondamentale, riche en vitamines, dans des zones où rien d'autre ne pousse. C'est une part importante de l'alimentation. C'est énorme! Les sources indiquent que ce lait représente 8% de toute la production laitière en Afrique subsaharienne. Le Kenya et la Somalie sont les 2 plus gros producteurs mondiaux. D'accord, donc là, on est vraiment dans l'animal assurance vie. Et de l'autre côté du monde, en Amérique du Sud, c'est une toute autre histoire. C'est le jour et la nuit. Là-bas, l'économie est tournée vers l'exportation de produits de luxe. Et la grande star, c'est la laine d'alpaga. Ah oui, la fameuse laine d'alpaga. Réputée pour sa douceur, ses qualités thermiques, le Pérou domine ce marché de manière écrasante. Ils ont environ 4 millions d'alpagas, soit 85% du total mondial. Et ça représente beaucoup en termes économiques. Les chiffres cités sont éloquents. En 2018, les exportations de fibres et de produits finis ont généré 1,4 milliard de dollars. C'est un moteur économique majeur pour le pays. Et l'impact social doit être énorme aussi, j'imagine. Il est considérable. Ce secteur fait vivre plus de 250 000 familles, souvent dans des communautés indines très isolées, à plus de 4000 mètres d'altitude, où il y a peu d'alternatives. Un des documents mentionne une exportation de fibres brutes de 308 millions de dollars rien qu'en 2018. Une industrie en pleine croissance. C'est fascinant, ce grand écart. D'un côté, un animal qui est une question de vie ou de mort, C'est ça. et de l'autre, son cousin qui se retrouve sur les podiums de la Fashion Week à Paris ou Milan. Le contraste est saisissant. Pour résumer, ce que les sources nous montrent, c'est que les camélidés sont avant tout des créatures d'une résilience remarquable. Leurs adaptations biologiques uniques, des globules rouges ovales, aux pieds tout-terrain, leur ont permis de conquérir les environnements les plus hostiles. Et cette résilience a eu un impact direct sur nous? Profondément. Ils ont été le symbole de la richesse des patriarches, l'outil inattendu qui a permis de mesurer le globe. Et ils restent aujourd'hui des piliers économiques essentiels, que ce soit pour le lait de survie au Kenya ou pour la laine de luxe au Pérou. C'est clair. Après cette analyse, on ne peut plus du tout les voir comme de simples vaisseaux du désert. Ce sont des partenaires de survie, des symboles vivants de l'histoire et des moteurs discrets mais puissants de l'économie globale. Exactement. Ils connectent les traditions les plus anciennes aux marchés mondiaux les plus modernes. C'est une belle conclusion. Et ça soulève une question importante pour l'avenir. Étant donné leur résistance exceptionnelle à la chaleur, à la sécheresse, et l'importance de leur lait dans des régions du monde qui s'aridifient de plus en plus vite, Oui. quel rôle plus central encore est-ce que les camélidés pourraient jouer dans l'agriculture et l'alimentation d'un monde qui est confronté de plein fouet au changement climatique? C'est une piste de réflexion qui, je pense, est loin d'être anecdotique.